Au cœur du palais de Kochian, tard dans la nuit, le président Ibrahim Traoré était encore assis dans son bureau. Il n'avait pas besoin de café, ses yeux étaient grands ouverts, son esprit affûté comme une lame. Quelque chose n'allait pas. Le silence était trop parfait, les sourires lors des réunions semblaient trop forcés. C'est alors qu'une petite enveloppe arriva. Pas de nom, pas de timbre. Juste 4 mots griffonnés à la hâte. Sois prudent. C'est à l'intérieur. Traoré ouvrit l'enveloppe et découvrit une simple feuille contenant une liste de noms. Tous issus de l'armée. Certains lui étaient fidèles, d'autres faisaient partie de son cercle rapproché. Que signifiait tout cela? Dès l'aube, il fit appeler le capitaine Naba Zongo, le même jeune officier qui avait découvert un espion quelques mois plus tôt. « Zongo, dit-il d'une voix basse, j'ai encore besoin de toi. » Discrétion absolue. Même les généraux ne doivent rien savoir. Zongo salua et reçut la liste. Surveille-les. Pas de questions. Observe. Nous entrons dans une bataille silencieuse. Et si je trouve quelque chose? Demanda Zongo. Pas de téléphone. Viens me voir directement. Ce n'est plus de la politique. C'est une guerre. Cette nuit-là, Zongo disparut dans l'ombre, changea d'apparence, prit un faux nom et se mit à évoluer comme un fantôme. Il ne faisait confiance à personne, même pas aux autres officiers. Il commença à surveiller l'un des noms, le colonel Dabiré, commandant de la 3e infanterie. Dabiré était un homme respecté, courageux et intelligent. Pourtant, quelque chose clochait. Zongo le suivit jusqu'à un complexe discret aux abords de la ville. Aucun garde, aucun véhicule officiel, seulement 4 hommes en uniforme militaire réunis derrière des portes closes. Depuis un toit voisin, Zongo prit des photos, enregistra des bribes de conversation à travers une fissure. Ce qu'il entendit le glaça. Le président va trop vite. Il a coupé les accords étrangers, les financements baissent. Si on n'agit pas, tout sera perdu. Alors, on agit avant la fête de l'indépendance, répondit une autre voix. On frappe une fois, sans erreur. On l'élimine. Le pays se stabilise. Le soutien étranger reviendra. Un coup d'État. Voilà ce qu'il préparait. Zongo ne perdit pas une seconde. Avant l'aube, il était de retour au palais, franchissant des portes gardées par des soldats inconscients de la tempête qu'il ramenait. Le président Traoré l'attendait sur le balcon, observant le ciel viré au gris. Sans un mot, Zongo lui remit les photos, les enregistrements et la liste complète. « C'est réel, monsieur le président », murmura-t-il. « Ils veulent agir avant la cérémonie de l'indépendance. Ils ont déjà choisi un remplaçant. » Traoré resta de marbre. Il ouvrit le dossier lentement, analysa chaque visage, écouta chaque voix. Puis, calmement, « Pas de panique. Nous allons préparer notre riposte. » Un conseil secret fut convoqué, non pas au palais, mais dans un ancien poste de commandement abandonné. Seuls 5 hommes de confiance y furent conviés. Aucun téléphone. Aucune communication. Même ses propres gardes ignoraient sa destination. Là, autour d'une table de bois poussiéreuse, Traoré étala l'épreuve. Ces hommes ne sont pas de simples rebelles. Certains ont combattu à mes côtés, partagé mes repas. Aujourd'hui, ils trahissent leur pays. Un général suggéra d'agir immédiatement. Non, répondit Traoré. Si nous frappons trop tôt, nous attraperons les exécutants, mais pas les cerveaux. Zongo s'approcha. Vous pensez qu'il y a un instigateur supérieur? J'en suis sûr, confirma Traoré. Dabiré n'a pas l'intelligence pour orchestrer tout cela seul. Ils décidèrent de laisser les conspirateurs avancer, juste assez. Durant les 5 jours suivants, Traoré mena une double vie, sourire public, discours, mais en secret, il repositionnait ses forces, sécurisait les lieux stratégiques, aéroports, radio nationale, casernes. Zongo, lui, infiltrait davantage, observant les comploteurs rencontrer des étrangers, échanger d'importantes sommes d'argent. Une nuit, il entendit. Une fois Traoré éliminé, la France reviendra. Tout redeviendra normal. Il faillit intervenir sur le champ, mais respecta l'ordre du président, pas encore. Au 6e jour, l'information attendue arriva. Les putschistes frapperaient le dimanche soir, durant une fausse manœuvre militaire. Des troupes loyalistes avaient déjà encerclé discrètement le palais. Le cerveau. Un nom inattendu apparut dans le rapport final de Zongo, le général Yacouba Serre, un héros national, l'ombre fidèle du président lors des défilés et des événements. Traoré, seul dans son bureau, fixait le dossier,
son visage dur et impassible. De toutes les personnes, Serre. Ils avaient partagé les champs de bataille, survécu ensemble, rêvé ensemble. Aujourd'hui, Serre voulait tout détruire. Le capitaine Zongo attendait en silence. Le président se leva et ordonna « Préparez l'opération Nuit d'orage ». Dans un poste de commandement souterrain, les derniers ordres furent donnés. Nous les laissons croire à leur victoire. Demain, ils tomberont dans notre piège. Capturez-les vivants. Le peuple doit voir qui les a trahis. La nuit venue, Traoré, vêtu de vêtements civils, se glissa incognito jusqu'au point de commandement. À 23h47, la fausse manœuvre débuta. Les traîtres trouvèrent toutes les issues contrôlées. À minuit 8, au lieu de leur réunion secrète, ils tombèrent dans une embuscade. Zongo mena l'assaut. À genoux. Déposez vos armes. Dabiré tenta de sortir son arme, plaquée aussitôt au sol. Serre leva les mains, résigné. C'était toi, l'ombre, souffla Serre. Non, répondit Zongo. Je n'étais que ton reflet. À l'aube, Ouagadougou s'éveillait, paisible, ignorant qu'un coup d'État avait été évité dans l'ombre. Au petit matin, Ibrahim Traoré, en uniforme, s'adressa à la presse. La nuit dernière, votre pays a failli vous être volé. Il révéla l'implication d'hommes déguisés en patriotes, venus de leur propre rang. Mais ils ont oublié une chose, Burkina Faso n'est pas à vendre. Ces paroles résonnèrent jusque dans les larmes des journalistes présents. Les coupables avaient été arrêtés sans bruit. Justice serait rendue, non par vengeance, mais pour la protection du peuple. Toute la journée, les réseaux sociaux vibrèrent des images du président debout, inébranlable. En privé, Traoré demanda à Zongo « Comment avons-nous su à temps ?» Zongo lui remit un dossier scellé. Un nom avait été volontairement remis dans les rapports officiels. Le sergent Karim Sawadogo, un simple soldat qui avait infiltré les conspirateurs, recueillit des preuves au péril de sa vie. Ce soir-là, Karim fut convoqué. Tremblant, il se présenta. Traoré lui posa la main sur l'épaule. « Tu aurais pu rester silencieux. Mais tu as choisi ton pays. » Avec émotion, Karim murmura. « Vous avez dit un jour, la lutte pour l'Afrique appartient aux loyaux, pas aux bruyants. Ces mots sont restés en moi. » Traoré lui remit un signe de promotion. « À partir d'aujourd'hui, tu es un protecteur du peuple. » Mais tout n'était pas terminé. Le président lança une vaste purge. Chaque haut fonctionnaire, chaque officier, fut convoqué. Où étiez-vous la nuit où votre pays a failli mourir? Il forma un comité d'enquête composé de civils et de soldats honnêtes et entreprit une réforme totale de l'armée. Fini les promotions par favoritisme. Fini l'influence étrangère. Dans les rues, le peuple assista, stupéfait, à la chute des anciens et à l'ascension de jeunes leaders issus de leur propre village. Et Traoré continua d'agir, sans se soucier des applaudissements. Lors d'une visite surprise à de jeunes recrues, il leur dit « Votre arme n'est pas votre fusil. C'est votre loyauté. Restez pauvre en argent, mais riche en honneur. » La nuit, seul au palais, il regarda Ouagadougou s'endormir, sachant que, grâce à son courage, le lion était bien éveillé. Mais malgré cette victoire silencieuse, Ibrahim Traoré savait que l'ennemi n'était pas entièrement vaincu. Dans les salons feutrés d'ambassades étrangères, dans les bureaux sombres de multinationales, dans les cercles d'anciens officiers aigris, la colère grondait. Certains préparaient déjà d'autres manœuvres, plus subtiles, plus perfides. Alors, le président décida d'aller encore plus loin. Il réunit une session extraordinaire du Conseil national de sécurité. Pas de discours pompeux, pas de caméras, juste les vérités crues. Debout devant la carte géante du pays, il désignait les zones vulnérables, les mines, les frontières, les ports. Ici, ils achètent nos richesses. Là, ils infiltrent nos marchés. Et là, ils recrutent nos jeunes par le désespoir. Son doigt frappa la table avec force. Nous ne ferons plus semblant de ne pas voir. Sous son impulsion, des brigades spéciales furent créées. Non pas des soldats armés pour la guerre conventionnelle, mais des gardiens de la souveraineté, inspecteurs, enquêteurs, économistes patriotes. Leur mission, identifier et démanteler tous les réseaux de corruption et d'ingérence, où qu'ils soient cachés. Traoré était clair. Celui qui sert l'étranger contre son pays sera traité en traître, peu importe son grade ou son rang. Dans les mois qui suivirent, de nombreux intouchables tombèrent. Des fortunes inexpliquées furent saisies. Des contrats injustes furent annulés.
Le peuple, habitué à l'immobilisme, assistait bouche bée à cette révolution froide. Mais cette croisade ne se limitait pas aux élites. Traoré parcourut le pays, visitant villages reculés et quartiers oubliés. Sous un manguier ou dans une simple cour d'école, il écoutait les paysans, les femmes, les jeunes. Chaque doléance devenait une mission. Chaque injustice soulevée était suivie d'une action concrète. À chaque halte, il rappelait « Le pouvoir n'est pas au palais. Il est ici, dans vos mains. Tant que vous êtes debout, la nation est debout. » Petit à petit, une autre bataille se livrait, celle des cœurs et des esprits. Les radios locales remplacèrent les émissions futiles par des débats citoyens. Les écoles intégrèrent l'histoire contemporaine du pays, racontant non plus la domination, mais la résistance et la dignité retrouvée. Un matin, dans une école de Bobo-Dioulasso, un jeune garçon leva la main après un discours improvisé du président. « Monsieur, et si un jour, quelqu'un veut encore vendre notre pays ?» Traoré sourit doucement et répondit « Alors ce sera à toi de te lever. Pas avec des armes, mais avec ton honneur, ta voix et ton courage. » La salle entière éclata en applaudissements spontanés. Et dans ce simple échange, tout l'avenir du Burkina Faso semblait suspendu. Pendant ce temps, les puissances étrangères, déconcertées, changeaient de stratégie. Au lieu de coups d'État directs, elles tentaient désormais de corrompre plus discrètement, de séduire par des aides, des projets humanitaires, des partenariats stratégiques. Mais Traoré, lucide, répétait à ses proches « L'ennemi d'hier n'a pas disparu. Il a simplement changé de masque. » Il institua un principe inviolable. Aucun accord international ne serait signé sans consultation populaire. Pas un hectare de terre, pas une goutte d'or, pas un gramme de coton ne quitterait le pays sans l'aval du peuple. Au fil du temps, d'autres nations africaines commencèrent à s'inspirer de cette renaissance burkinabé. Des jeunes leaders, des mouvements citoyens, brandissaient le modèle Traoré comme une lueur d'espoir. Le visage du Burkina Faso changeait. Moins d'importations inutiles, plus de production locale, moins de dirigeants marionnettes, plus de patriotes assumés. Et au sommet de cette mutation, un président devenu plus qu'un chef d'État, un gardien, un symbole, un réveil. Pourtant, Ibrahim Traoré savait que la vigilance ne devait jamais faiblir. Car chaque victoire appelait de nouveaux défis, chaque avancée suscitait de nouvelles convoitises. Tard, certaines nuits, seul face à la ville endormie, il se répétait. Un arbre enraciné peut plier sous les vents violents, mais il ne casse jamais. Et tant que les racines du Burkina Faso plongeraient dans la fierté, l'honneur et la vérité, aucun orage, aucune trahison, aucun empire étranger ne pourrait l'arracher. Le lion ne dormait plus. Le peuple ne dormait plus. L'Afrique, elle aussi, commençait à se réveiller. Dans les semaines qui suivirent, le souffle du changement gagna chaque recoin du Burkina Faso. Dans les marchés de Ouagadougou, dans les villages isolés de l'Est, dans les quartiers populaires de Bobo-Dioulasso, un mot revenait sur toutes les lèvres, dignité. Les artistes commencèrent à peindre Ibrahim Traoré en lion indomptable. Les musiciens écrivirent des chansons, non pas commandées par le pouvoir, mais nées du cœur du peuple. Les enfants jouaient à imiter le président, criant dans les rues poussiéreuses. Nous protégeons le pays. Mais Traoré ne se laissa jamais griser par cette adulation naissante. Il connaissait les pièges de la popularité. Il restait fidèle à sa mission première, servir, pas se servir. Il multiplia les projets structurants, réhabilitation des écoles, construction de cliniques rurales, développement des coopératives agricoles locales. Et toujours avec la même exigence, transparence totale. Chaque contrat était publié. Chaque franc dépensé était justifié devant la population. Il lança même un programme novateur, une semaine, une vérité. Chaque vendredi soir, en direct sur les radios nationales, un ministre ou un responsable public devait venir expliquer ses décisions, ses dépenses, ses réussites comme ses échecs, face à des citoyens ordinaires. Le mur de la peur était tombé. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré savait qu'il devait aussi préparer la relève. Car un vrai leader ne pense pas seulement à son pouvoir, il pense à ce qui lui survivra. Il invita donc de jeunes étudiants, de jeunes entrepreneurs, de jeunes agriculteurs à des séminaires de leadership citoyen. À chacun, il répétait inlassablement « Je ne vous demande pas de me suivre. Je vous demande de marcher devant, pour que personne ne puisse jamais dire que la liberté était liée à un seul homme. » Un jour, lors d'une rencontre dans une petite école de province, une vieille femme s'approcha de lui, usée par les années, un foulard coloré sur la tête.
Elle prit sa main calleuse entre les siennes et murmura. « Mon fils, on a eu des présidents avant toi. Mais toi, tu nous regardes dans les yeux. » Traoré baissa la tête humblement, saisi par l'émotion. Ce n'était pas un discours de chef d'État. C'était une bénédiction d'une mère du peuple. Pendant ce temps, à l'international, la situation devenait plus tendue. Des gouvernements étrangers, vexés de leur échec silencieux, imposèrent des pressions économiques, tentant de créer des pénuries, de manipuler les marchés. Mais le Burkina Faso, sous Traoré, avait anticipé. Des accords agricoles sud-sud furent signés avec d'autres pays africains. Le pays investit massivement dans l'agriculture locale, réduisant sa dépendance aux importations. Des coopératives d'énergie solaire fleurirent dans les campagnes. La jeunesse, au lieu de chercher à fuir, recommença à croire que l'avenir pouvait se construire ici, sur cette terre rouge. Burkina Faso devenait un modèle. Un modèle non pas fondé sur la richesse matérielle, mais sur la fierté, l'autonomie et l'intégrité. Ibrahim Traoré savait que les ennemis reviendraient, sous d'autres formes, d'autres visages. Mais il avait semé dans la terre burkinabé une graine indestructible, la conscience populaire. Un soir, debout devant la stèle commémorative de Thomas Sankara, il murmura pour lui-même. Le combat ne finit jamais. Mais cette fois-ci, le peuple combat avec moi. Et il reprit la route, infatigable, là où le destin et la nation l'appelaient.